Bonjour et bienvenue dans Cours de récré, le podcast qui retourne à l'école. Je m'appelle Anne et, chaque mois, je vous propose d'aller passer le temps d'une grande récré avec des enseignants, ceux qui rêvent de le devenir, ceux qui l'ont été, des enfants, des membres du personnel encadrant, mais surtout avec les anciens élèves que nous sommes tous, finalement. Dans les cartables, nous découvrirons les histoires de chacun, des souvenirs de scolarité heureuses ou pas, des regrets peut-être, mais aussi des aspirations et des rêves d'école idéale. Oui, ici on fait le chemin à l'envers et on réfléchit à l'avenir parce que l'école, c'est un peu tout ça. Pour cette toute première récré, je vous propose de faire la connaissance d'Alice. Alice est très jeune et elle parle vite. Elle a un grand sourire et beaucoup de bracelets. Elle est très active, mais considère toujours les choses avec le recul nécessaire. Dans son cartable, on trouve pêle-mêle la cour de récré de son enfance, des cartes postales de Barcelone et de New Delhi, des années studieuses, une jolie petite boutique en Bretagne et des pratiques ayurvédiques. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Alice. Bonjour. Qui es-tu Alice ? Eh bien, je suis une jeune femme de 24 ans qui travaille dans une boutique à Carnac, en Bretagne, donc dans le Morbihan. Une boutique qui t'appartient ou une boutique dont tu es salariée ? Une boutique que j'ai créée au mois d'avril dernier, à la fin de mes études, donc qui m'appartient. D'accord. Donc on en parlera davantage tout à l'heure. Mais d'abord, j'aimerais bien savoir, Alice, si je te dis cours de récré, qu'est-ce que ça t'évoque ? Quelles sont les premières images qui te viennent en tête ? Les premières images, ce seraient des images d'enfance. La cour de récré de mon village natal, à Rochefort-en-Terre, puisque dans mon cas, c'est ma chère maman qui m'a appris à lire, donc qui était institutrice des écoles à l'époque, et donc qui m'a enseigné de la petite section au CP. Puis ensuite, ça a été différentes phases d'un point de vue plus académique, plus sérieux par la suite. Mes premières années très heureuses, cours d'école, bac à sable, potager, cours de cuisine, tout ce qui est plus forcément aujourd'hui autorisé dans les cours d'école, qui n'est plus aux normes, mais qui était très enrichissant, très créatif. On joue à quoi dans les cours d'école à la fin des années 90 ? On joue avec le matériel que l'école pouvait s'offrir, avec le budget de l'école. Donc il y avait des pousse-pousse à un moment donné, il y avait bac à sable, des grands arbres où on pouvait crapahuter, des chats à la souris, les jeux traditionnels, il y avait encore les billes, les marelles. Beaucoup de liens entre les enfants. Ouais, beaucoup de liens entre les enfants, c'est le souvenir que j'en ai effectivement. Mais justement, comment décrirais-tu tes relations avec les autres à l'époque ? Si on s'intéresse à la partie vraiment école primaire, c'était beaucoup de douceur, pas de jugement, beaucoup de douceur les uns avec les autres, beaucoup de moments joyeux, pas d'impératif, pas de compétition. Il y a un apprentissage assez naturel, je dirais. Les premières années. Et puis après, jusqu'au CM2, c'était une petite école, donc un peu dans l'entre-soi, mais un peu comme un cocon, une bulle. Et puis après, passage plutôt dans un collège plus grand, dans une ville un petit peu plus grande. Et collège, période plus teintée de violence, le mot est fort, mais des rapports un peu plus durs entre les élèves, entre les gens. Et voilà, des souvenirs un peu moins heureux. Et toi, comment tu naviguais au milieu de tout ça ? Quelle place tu te donnais ou on te donnait ? Je suis plutôt adaptable, je pense, donc on s'adapte. On s'adapte aux moments très joyeux comme aux moments, aux rapports un peu plus durs entre les gens. On s'adapte, on attend que ça passe, parce que finalement on sent qu'on est sur des rails, en tout cas au collège, et qu'il faut avancer année après année, et que la lumière au bout du tunnel, elle est un petit peu loin. Que la lumière, en l'occurrence, c'était le lycée, où voilà, on nous dit qu'on va avoir plus de liberté, que les cours vont être parfois plus enrichissants, que les gens ont changé, ils sont pris en maturité, donc c'est une nouvelle phase. La phase collège, vraiment en demi-teinte, même si l'équipe pédagogique est merveilleuse, mais elle a composé avec des adolescents qui ont envie de partir à la conquête des garçons, des filles, de faire tout sauf parfois étudier.
et qui sont là parce qu'il le faut, mais pas forcément par choix. Donc, et toi, tu étais donc adaptable, t'as pas ressenti particulièrement d'isolement, t'avais pas de mal à te faire des amis Non, ça a suivi son cours. Après, on choisit pas forcément les gens avec qui on est, puisqu'on les choisit pas par rapport à nos passions, par rapport à nos aspirations. On est avec les gens qui sont dans notre classe, et puis on se fait un petit groupe qui nous aide à passer. On fait avec, voilà. Et après, dans la vie, on peut rencontrer des gens d'âges très très différents, mais on va être reliés plutôt par nos passions. Mais à cet âge-là, l'école prend tellement de place. Le soir, quand on rentre avec son sac à dos chargé, qu'on a des devoirs, qu'on n'a pas forcément de temps pour développer autre chose. Et quand tu étais dans cette petite école là, de village, quel genre d'élève étais-tu, toi ? Tu te définirais comment ? Est-ce que tu étais du genre très discrète, ou très extravertie, bavarde, rêveuse Assez douce, je crois, assez dans l'écoute, assez observatrice de ma maman qui était aussi institutrice, du coup. On jouait le week-end dans la cour de l'école parce qu'on habitait à l'école dans un logement de fonction. Donc fusion, on va dire, entre l'école et le temps personnel. L'école, ça faisait partie de la vie. Et donc c'était pas une contrainte à cet âge-là. On était à l'école comme on était sur son lieu de vie, en fait. Donc je dirais que ça faisait partie de mon quotidien. On se pose pas de questions, on est là, on est posé dans la cour, on profite, heureux, pas de problème, insouciance. Vraiment de la joie de vivre à l'état pur. De la joie de vivre, ouais. Est-ce qu'il y avait des moments ou des activités qui te rendaient particulièrement heureuse ? Mais je dirais que tout ce qui était activité créative, c'était intéressant. Quand on se mettait les doigts dans les pots de sucre, de farine et qu'on faisait un gâteau, tout ce qui était des projets récréatifs, en fait, c'est vraiment ça qui animait. Et les journées en étaient pleines. À cet âge-là, on fait beaucoup de choses créatives. Et si j'inverse ma question, est-ce qu'il y avait des choses qui t'étaient pénibles, que tu redoutais un peu, qui t'embêtaient ? J'ai pas de souvenirs de la sorte. Alors après, la mémoire est très sélective, mais j'ai pas vraiment de souvenirs de grosses contraintes. Tu fais pas partie des traumatisés du cours de piscine ou de récré qui se passe mal, du cours de maths, de français, des dictées, non, sais pas. J'étais bonne élève, j'aimais bien apprendre. Ouais. Je sentais que c'était une chance d'avoir quelqu'un qui nous transmet ses petites connaissances. Et non, pas de souvenirs traumatisants. Et est-ce que tu te souviens à l'époque ce que tu avais envie de faire quand tu serais grande ? Oh là, il y a eu plein de métiers, beaucoup de changements. Je me suis imaginée puéricultrice, je me suis imaginée professeure aussi. Ça bougeait beaucoup en fait. Donc je sentais qu'il fallait avoir une réponse à la question « Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande ?» Qu'il fallait y mettre un métier et pas forcément une aspiration à se réaliser. En tout cas que c'était pas une réponse qui était attendue, où je m'autorisais pas, où j'avais pas la maturité à ce moment-là pour répondre de façon plus globale. Donc voilà, on trouvait des métiers qui avaient l'air plus sympas les uns parmi les autres. Ça restait assez flou. Ça pouvait être peut-être une source d'angoisse de peut-être pas savoir ce qu'on veut faire. Alors dans ces cas-là, on nous demande de nous définir et on n'a pas forcément les clés pour se définir. Donc tu te conformes aux idées qui sont presque soumises, quoi. Toujours un peu les mêmes métiers qui reviennent dans la bouche des enfants. Oui. Bon, et en tout cas, j'aurais jamais imaginé que j'aurais pu travailler à mon compte, créer mon métier. Ça m'est jamais passé par la tête. À ces âges-là, jusqu'à il y a 2 ans, vraiment, c'était pas pour moi, quoi. Je me disais que c'était pas possible de créer son métier, et qu'il fallait rentrer dans une case, et puis après, l'horizon s'est élargi d'un coup. Mais alors justement, qu'est-ce que tu as fait entre le collège, le lycée et l'année passée ? Eh bien, j'étais plutôt bonne élève, toute petite. Donc, j'ai continué sur les rails au collège, tout s'est très bien passé. Au lycée, tout s'est très bien passé. Filière économique et sociale, avec une belle équipe pédagogique dans la ville de Questembert, dans le Morbihan. Avec un bac qui s'est très très bien passé, avec une mention très bien. Et donc dans ces cas-là, comme au bon élève, il nous est proposé de, par exemple, faire une classe préparatoire pour aller préparer une école, si on en a envie. Et puisque j'en avais les capacités, que j'avais pas d'objection et que je sentais que ça pouvait me laisser quelques années de plus pour réfléchir, j'ai choisi l'option classe préparatoire à Rennes pour préparer une école de commerce en l'occurrence. Donc classe préparatoire en 2 ans. École de commerce en 3 ans, plus une année de césure qui est venue s'intercaler, donc un bloc de 6 ans, qui m'a porté jusqu'à mes 23 ans. Quel regard portes-tu, toi, sur ces années maintenant ? Parce que de l'extérieur, on peut qualifier ce parcours de brillant et même d'exigeant. Est-ce que toi, c'est ton ressenti aussi ?
Mais j'ai senti que moi, c'était des années qui m'ont beaucoup apporté au niveau de la connaissance académique. C'était appréciable d'avoir le luxe de pouvoir s'offrir quelques années pour approfondir sa culture générale. Parce que la classe préparatoire, c'est un exercice de style, c'est beaucoup de travail, comme tout le monde le sait. Donc on se met un peu en mode machine, en quelque sorte, et c'est le cas de le dire, on se met en mode machine parce qu'on sent qu'il le faut pour avoir les concours, qu'il va falloir mettre les bouchées doubles. Donc apprendre, et considérer son cerveau un peu comme un citron qu'on va presser ou comme une pastèque qui va grossir, mais c'est de la connaissance académique, c'est pas de la connaissance de soi, qui va plutôt passer par des expériences de vie, par creuser ses aspirations, ses passions. À ce moment-là, c'était savoir plus pour pouvoir anticiper toutes les questions qui auraient pu être posées dans tous les sens aux oraux, aux écrits bien sûr, mais les écrits, voilà, c'était plus attendu, à l'oral, pour pouvoir convaincre en fait le jury et pouvoir rentrer dans l'école et savoir se vendre. Et donc ça, c'est sûr que c'est un apprentissage du chakra de la gorge, comme je dirais aujourd'hui. Donc c'est apprendre à communiquer, à se vendre. Donc c'était très intéressant, ça a permis de prendre en maturité sur quelques années. Maintenant, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont manqué dans cet enseignement? Pendant la classe préparatoire, comme j'avais pas vraiment goûté à la liberté, j'avais jamais eu de petit chez moi par exemple, tout simplement, j'étais en internat. Je sais pas si je le referais en fait, si dans le sens inverse j'y retournerais, parce que j'avais pas goûté à ça, et finalement une fois qu'on a goûté à la liberté, je sais pas si je serais capable de faire les sacrifices qui ont pu être faits. Maintenant c'est sans regret, parce que tout est juste et arrive au bon moment, puis c'est moi qui l'avais choisi. La question c'était quoi, pardon? Si tu considérais qu'il y avait des choses qui avaient manqué à ce parcours, où on t'a bien rempli la tête, on t'a appris beaucoup de choses, la rhétorique... Moi il y a des choses que j'aurais aimé savoir avant, c'est évident, même dès l'école primaire, mais c'est sûr que des clés de connaissance de soi-même, certaines valeurs que j'ai creusées par la suite, j'aurais aimé les avoir avant, c'est des outils que j'aurais aimé avoir pendant ma scolarité, pour dézoomer un petit peu, pour prendre davantage soin de moi. Je peux parler de certains rituels ayurvédiques que je pratique aujourd'hui, qui me font beaucoup de bien, que j'ai intégrés dans ma vie récemment, et que j'aurais aimé avoir déjà à cette époque-là, pour pas considérer mon esprit de façon détachée de mon corps, et avoir une plus belle union entre les deux, et prendre davantage soin de mon corps, et pas m'égratigner comme ça a pu l'être pendant les études, où on abîme sa colonne vertébrale, on abîme sa vue, etc., pour savoir toujours plus. Et donc ça, ce sont des paramètres en fait qui sont quasiment pas pris en compte. Effectivement, les cours, c'est que des cours assis sur une chaise, en randonnion dans une classe, et c'est pas des cours de développement personnel, c'est pas des cours de théâtre. Donc est-ce qu'à ton avis, on aurait pu t'inculquer le même savoir dans d'autres conditions pratiques ou matérielles, on va dire? Eh ben, les journées n'ont que 24 heures, donc même si l'équipe pédagogique vous dit que c'est très important de faire du sport quand vous êtes en classe préparatoire, de garder une bonne hygiène de vie, finalement, entre une parole qui est dite comme ça et concrètement le temps qu'on peut y consacrer, ça rentrait pas dans l'agenda, voire ça, on peut culpabiliser pour certains, c'est que c'est assez récurrent en école préparatoire, on culpabilise si on va se faire un cinéma, si on va faire un footing. Bon, ça peut rentrer, mais disons qu'il faut déjà être bien ancré pour pouvoir se dire je vais avoir un temps pour moi, et tant pis si je suis moins prête pour telle dissertation, mais le développement personnel, c'est vrai que ça aurait pu être intégré dans les cours. Que ça aiderait peut-être à mieux vivre ce parcours qui est quand même extrêmement lourd. Ouais. Après, il est perçu que ça vient ensuite, c'est en deux temps. Que ça vient en école de commerce, tout d'un coup, on a accès à plus de soirées, plus de liberté, plein d'associations où on est extrêmement encouragé à s'investir dans le monde associatif, justement, pour sortir un petit peu de cet effet pervers qui peut être développé par la classe préparatoire, à savoir que c'est très nombriliste, c'est égocentré. Toujours mieux. C'est élitiste. Connaître plus, voilà. Ouais. Et c'est pas forcément très... Est-ce que tu étais à l'aise, toi, dans cet état d'esprit, justement, un peu élitiste, un peu entre soi, un peu... J'ai pas trop senti l'esprit de compétition, parce que la compétition se faisait pas au sein d'une classe, elle se faisait au niveau national, donc au sein de la classe, tout le monde se serrait les coudes pour le concours. Et puis, je pense qu'au fond de moi, je sentais déjà un petit peu que tout était juste, et que finalement, si ça passait, c'était tant mieux, si ça passait pas, ce serait pas la fin du monde. Je me laisserais porter un petit peu par ce qui arriverait. Donc je regrette d'avoir un peu abîmé mon corps par
un apprentissage qui était trop intensif. Quand je vois ce qu'il en reste, il y a quand même beaucoup de choses qui sont ressorties du cerveau parce que finalement, quand on assimile quelque chose qu'on aime, ça rentre tout seul par la suite. J'ai bien vu que aujourd'hui, c'est que du bonheur parce que j'ai une certaine discipline d'apprentissage. J'ai une curiosité, c'est sûr, qui a été exercée complètement, qui est là, mais qui est très agréable à orienter sur des sujets qui nous intéressent parce qu'on peut s'intéresser à tout dans le monde. On peut tous les jours feuilleter toutes les actualités, mais construire son savoir. Voilà. On peut apprendre dans tous les sens, mais c'est pas mal de donner un petit peu une couleur à sa vie, et d'aiguiser ses outils, et d'apprendre des choses qui nous seront utiles ou qui nous semblent utiles. Aujourd'hui, tu as fait le choix de l'indépendance en étant auto-entrepreneuse, c'est bien ça ? Oui. Qu'est-ce qui a motivé ton choix ? Parce que tu aurais pu aussi choisir de te faire recruter comme salarié dans un grand groupe. Complètement. Et d'ailleurs, au sortir d'une école de commerce, en général, on a pas mal d'opportunités. C'est attendu, a priori. En ressources humaines, en finance, en marketing. Chacun a choisi un peu ses branches, ou en tourisme. En l'occurrence, moi, j'ai fait plutôt du tourisme. Je suis partie sur le campus de Barcelone, ma dernière année. Et donc, je pense qu'il y a une forme de rejet un petit peu quand même, des contraintes qui avaient été accumulées, complètement. Et des stages aussi, parce qu'on sort de sa formation avec des contacts récurrents avec le monde du travail. Stage dans l'agroalimentaire me concernant, stage dans le recyclage des déchets, stage dans la culture, donc des domaines très très variés. Je me suis laissé le choix de papillonner un petit peu dans des secteurs très différents. Et au final, un rejet de la contrainte en général, on va dire, une contrainte qui avait été forte de par les études, et ensuite pas forcément envie d'épouser un statut de salarié avec des missions répétitives dans lesquelles on peut s'enfermer, même si c'est parfois des jobs très très intéressants, avec des super équipes, ce qui a été mon cas. J'ai eu des belles expériences, mais malgré tout, rien ne me fait plus vibrer aujourd'hui que de savoir que le pied que je vais mettre sur le sol quand je vais sortir de mon lit, je sais pourquoi je le mets, et je sais que, en l'occurrence, dans la boutique, tous les univers qui sont construits, qui sont à maintenir, les nouveautés à apporter, eh bien, c'est agréable de sentir que on a les deux bras, les deux rênes pour pouvoir guider tout ça, et qu'on n'a pas de compromis à faire, qu'on n'a personne à convaincre pour choisir tel ou tel univers par rapport à différents critères, et notamment des critères éthiques par exemple, ou des explications qu'on souhaite apporter aux gens qui vont se déclencher par rapport aux univers qu'on a choisis. Et ça, c'est agréable de s'en sentir pilote de sa vie. Ça m'est vraiment apparu comme quelque chose de très très fort. En fait. Et voilà, et c'est passe par la connaissance de soi. Connais-toi toi-même. C'est ce qu'on peut voir sur le fronton d'un temple en Grèce. Et c'est vraiment une phrase très courte et très forte pour moi. Mais c'est pas si simple de se connaître soi-même. Et non, c'est pas si simple. Est-ce qu'on nous donne l'opportunité de si bien nous connaître en fait ? Ça passe pas forcément que par des bouquins, même si par procuration on peut apprendre plein de choses. Quand on est enfant, est-ce que tu penses qu'on apprend suffisamment aux enfants à bien se connaître ? Il y a des profils très différents, on a tous une petite musique un petit peu différente, et c'est vrai que c'est pas mal d'apprendre à écouter cette musique, à écouter son corps, et voilà. Et là, ça me permet de parler en l'occurrence d'une pratique qui a croisé ma vie il y a quelques temps, qui est le yoga justement. La pratique du yoga, et pas juste comme une pratique sportive, mais plutôt comme un mode de vie. Exactement, le yoga intégral. Et donc justement, ça permet de se reconnecter à soi et de plus être juste en mode machine comme on l'a pu l'être pour les études, quand on se met un petit peu en marche forcée parce qu'il y a des objectifs à aller atteindre et qu'on n'a rien prouvé dans la vie. On sent qu'il faut accomplir certaines choses. Donc de se reconnecter à son souffle, de se reconnecter à son corps, de sentir la gravité, tout ce qu'on peut faire avec son corps et la gravité, la respiration, et de se reconnecter à son corps, ça permet de mieux savoir ce qu'on souhaite, d'avoir plus de calme au fond de soi-même. Et de s'autoriser plus de choses, je pense. Et c'est à partir du moment où je me suis mieux reconnectée à mon corps, notamment quand j'étais à Barcelone, il y avait pas mal de cours de yoga. C'est vrai que ça a été une bouffée d'air frais sur ma scolarité la dernière année, où j'ai commencé à pratiquer, et disons qu'on cherche une certaine union entre ce qu'on pense, ce qu'on dit, ce qu'on fait. Et c'est bien une quête, je revendique aucune perfection du tout, mais c'est vraiment une quête d'union, d'harmonie, d'unicité. Et je pense que ça éclabousse un petit peu toutes nos sphères professionnelles. Donc quel sens on souhaite donner à sa vie, comment on souhaite remplir ses journées, comment on souhaite interagir avec la société, sa société, avec son cercle proche, son village, ses amis, comment on souhaite rayonner sur les autres. Sa sphère très personnelle, éventuellement comment on gère son couple, quel lieu de vie on choisit, voilà, ça vient éclabousser tout ça. Et puis, sa discipline de vie au quotidien,
Et quand on cherche l'harmonie entre les trois, je pense que ça peut créer des gros bouleversements dans la vie des gens. Moi, ça arrivait assez tôt, j'ai pas eu de grosse reconversion professionnelle à faire. Après l'école de commerce, via les stages, j'ai vite compris qu'il y avait des choses que je pouvais faire. Je suis adaptable, on peut très bien faire des PowerPoint toute la journée, faire, défaire, c'est toujours travailler, comme on dit. Mais que c'était pas mal de se faire confiance, de se lancer, et de pas s'enfermer dans des cases, et que même si ça peut faire un petit peu peur, de pas savoir dans quoi on se lance, et qu'il y a une forme de précarité parfois à se lancer, parce que son projet il peut échouer. C'est un sentiment de gratitude qui est quand même délicieux, en fait, qui est quand même appréciable. Mais justement, est-ce que ton quotidien est conforme à l'idée que tu t'en faisais avant de te lancer? J'avais essayé de pas faire trop de projections sur comment ça allait être d'être indépendante dans la boutique et de me lancer, pour pas après avoir des désillusions. Donc je m'étais juste dit que voilà, il faudrait travailler et que j'essaierais de trouver mon bonheur là-dedans. Mais disons que c'est encore mieux que ce que j'avais prévu, parce que travailler pour soi, c'est parfois travailler beaucoup plus que travailler pour le projet de quelqu'un d'autre, ou le rêve de quelqu'un d'autre, ou l'entreprise, pour être plus général, on va dire, de quelqu'un d'autre. C'est travailler le double, grosso modo, c'est pas 35 heures, c'est plutôt le double par semaine. Mais on a du temps pour soi le matin, parce qu'en l'occurrence la boutique elle ouvre à 10h, donc le matin j'ai le temps de me poser, d'avoir cette hygiène de vie, de faire mes rituels d'automassage par exemple, quelques pratiques d'étirement du corps, quelques salutations au soleil, ou tout autre enchaînement qui me ravirait en fonction du jour. Et d'avoir ce temps pour moi, pour me poser, pour être mieux après avec les gens que je vais rencontrer dans la journée, plus posée, plus dans le moment présent. Et oui, c'est conforme parce que c'est un projet que j'ai façonné à mon image, je pense. Donc c'était pas bercée par des craintes, crainte de pas réussir, crainte d'être malheureuse. C'était plutôt une vision dans le positif. Donc positif mais lucide. Oui, alors c'est vrai que c'est évident qu'à un moment donné, il faut prendre un Excel ou n'importe quel autre tableur et poser des chiffres et être rationnel. Et puis mettre dans la balance tous les enjeux économiques. Donc ça, c'est le côté plutôt école de commerce qui m'a servi, que j'ai pu mobiliser. Et puis après, j'ai rajouté un saupoudrage de fantaisie, en débloquant certaines choses en moi-même, très certainement, et en m'autorisant à balayer très 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 large au niveau des univers. Donc, qu'est-ce qu'on trouve dans ta boutique? Dans la boutique, il y a plein d'idées cadeaux, plutôt sur le domaine du mieux-être, du bien-être, de l'épanouissement. Donc il y a un univers yoga avec plein de petits outils qu'on peut utiliser pour avoir un peu plus d'hygiène du corps et puis de l'esprit le matin. Des tapis de yoga, des coussins de méditation, plein de choses qui peuvent accompagner un peu sa pratique de façon colorée et légère et qui donnent envie de pratiquer. Ça compte aussi l'enveloppe. Puis il y a des pierres par exemple, je travaille beaucoup avec les minéraux. Des pierres roulées, des bracelets, plein de types de pierres différentes avec des compositions différentes, donc le bijou en général on va dire, mais beaucoup basé sur la pierre. Il y a pas mal de petits univers, il y a plein de miroirs, il y a plein de lampes, toute la déco est à vendre. C'est un peu un concept store en fait, un concept store autour d'idées cadeaux liées à zen exotique de bien-être. Ça donne envie. C'est non exhaustif. Mais contrairement aux générations précédentes qui souvent exerçaient le même métier tout au long de leur vie, et c'était certainement une grande sécurité aussi pour eux, on sait bien que le schéma a changé et que les jeunes qui commencent aujourd'hui leur vie active seront amenés à vivre plusieurs vies professionnelles. Toi, comment tu vis cela, quoi? Comment tu te projettes dans 10 ans, dans 20 ans? Est-ce que c'est compliqué à gérer cette précarité-là? Et puis en même temps, c'est une précarité, en même temps une proposition d'aventure que n'avaient pas aussi les générations précédentes. Comment tu vis ça, toi? Moi je pense qu'il faut chérir sa liberté, en tout cas maintenant c'est un peu mon credo, donc accepter effectivement la part un peu précaire de pas savoir si son bail va être renouvelé, qu'est-ce qu'on fera dans 10 ans. J'ai maintenant la certitude que dans 10 ans je me laisserai pas enfermer dans quelque chose qui me plaît pas, donc après mon travail moi il est évolutif, comme je suis dans le commerce on peut vendre des choses différentes, il y aura toujours des acheteurs, il y aura toujours des vendeurs et après on peut repositionner son offre, changer complètement, changer les univers, la façon de présenter. Il y a 1000 façons de se renouveler, donc je suis pas inquiète à nouveau à ce sujet-là. Puis j'essaye de pas nourrir mes peurs parce que ça m'apporte rien du tout.
Mais par contre, pour rebondir sur cette quête de sens dont tu parlais, c'est vrai que je la ressens, moi, beaucoup, par rapport à des amis qui sont sortis de la même promo que moi, donc de l'école de commerce. Des gens qui se sont pris 1 an, 2 ans pour voyager, faire le tour du monde, savoir ce qu'ils voulaient. Devenir prof de yoga, bon, bah, ça c'est un peu moi mon cercle, donc forcément autour de moi ça peut être des formations, mais je vois beaucoup de gens voilà, qui essayent plein de types de pratiques de méditation ou autres. Quête de sens évidente, je pense qu'on va pas forcément rester dans un métier si il nous fait pas vibrer, en tout cas pas très longtemps. Après, c'est un peu un luxe parce qu'on peut aussi se dire que parfois, il faut accepter le travail qui nous est offert pour se remettre le pied à l'étrier et puis traverser la rue et prendre le premier job qu'on trouve. Mais c'est bien aussi de se souhaiter, à un moment donné, de trouver la réunion de ce dans quoi on va être bon, de ce dans quoi on a du talent, donc c'est toujours connais-toi toi-même, ce qui va apporter un positif à la société, et puis ce qui va nous permettre de gagner notre vie aussi, voilà, d'être heureux, voilà. Donc c'est un peu la réunion des trois. Il y a des Japonais qui ont réfléchi. C'est le travail que l'on subit, quoi. Dans l'idée du travail que l'on choisit. Et puis voilà, il y a des Japonais qui ont réfléchi là-dessus, et qui justement montrent que au croisement de ce dans quoi on est bon, ce qui apporte un plus à la société, et puis nos aspirations, parce que parfois on est très bon, très doué dans des choses mais qui nous font pas vibrer. La réunion de ces 3 choses, c'est quelque part on trouve notre place, ça nous coûte pas, ça nous pèse pas d'aller travailler, de faire avancer son projet, c'est juste 2 ailes dans le dos, c'est que du bonheur. Après, tout le monde peut peut-être pas se lancer et être indépendant. Moi, c'est ma conception du bonheur, c'est d'être libre dans ce que je fais, de pas avoir à... Il y a des gens qui ont besoin de davantage de sécurité. Possiblement. Mais voilà, l'important c'est de se connaître. Parfois on peut vraiment apprécier le travail en équipe avec des très très gros budgets sur par exemple des campagnes de communication qui seraient super intéressantes en groupe, et c'est des choses auxquelles on n'aura pas accès à une échelle individuelle. Après tout est évolutif, mais je pense que dans 10 ans je n'en serai que plus affirmée dans cette aspiration à avoir un travail qui fait sens en fait complètement. Mais si on est au Monopoly et que je te remette ton pion sur la case départ, est-ce que tes choix d'orientation scolaire seraient les mêmes ? Ou est-ce que tu penses que finalement tu aurais pu arriver au même point que celui où tu es aujourd'hui en ayant fait des choix complètement différents ? Ou est-ce que tu as l'impression que vraiment ce parcours, palier après palier, t'a donné la force, il t'a donné les billes, il t'a donné les bons bagages pour aujourd'hui commencer ton activité sereinement et avec succès en fait. Je pense que tout est juste et que effectivement je vais pas renier ma formation parce que c'est évident qu'elle m'apporte pas mal de structure aujourd'hui dans mon projet et la réalité économique qui s'impose à la création d'une entreprise. Donc l'école de commerce, ça a été enrichissant de ce point de vue-là. La classe préparatoire, apport de discipline évidemment très fort, capacité de travail, capacité de mémorisation qui sont toujours utiles. Est-ce que si j'avais fait une école de naturopathie dès mes 18 ans, j'en serais là où je suis ? Certainement avec un regard différent, et c'est sans regret. Maintenant, c'est vrai que ça aurait pu être fait un petit peu différemment si les formations avaient été plus ouvertes sur le mieux-être des élèves, mais c'est sans regret. Chacun fait son chemin et à un instant T, on peut toujours reprendre les rênes de sa vie, et à ce moment-là, j'aurais pu aussi davantage m'ouvrir à des livres de développement personnel et apporter ce qui me manquait de par ma formation. Je l'ai pas fait parce que parfois on se laisse aspirer complètement par la charge de travail et puis on oublie de dézoomer en fait, voilà, le dézoom. Et une fois qu'on a pris cette habitude de dézoomer sur un problème qu'on rencontre au quotidien ou de dézoomer plus largement sur des tranches de vie, sur des choses qui se mettent en place, et puis finalement on se dit est-ce que c'est bien ce que je voulais, est-ce que ça correspond bien à ce que je suis, à ce que je souhaite offrir à la société, si on s'offre ces temps d'un petit peu de prise de recul, alors normalement on arrive à rectifier ses trajectoires de vie. Mais parfois on est un peu la tête dans le guidon parce que c'était mon démarrage de vie à moi et qui était sur des rails et que j'avais un petit peu des œillères et que ça s'est ouvert par la suite, mais peut-être que c'était mon développement cérébral. Voilà. Ça s'appelle l'apprentissage et grandir complètement. Donc pas de regrets à porter sur le passé, même si tout est perfectible, mais
Pas de regrets, parce que malgré tout, des équipes pédagogiques qui ont été brillantes, c'est évident. Les profs de classe préparatoire, ce sont des gens qu'on n'oublie pas, qui ont un grand charisme, qui sont capables de porter des classes, de les amener, de vous pousser dans vos retranchements intellectuels. Donc, et puis même l'équipe pédagogique du lycée, c'est vraiment ça. Il y a eu des profs qui m'ont fait aimer l'espagnol, qui vont transmettre l'amour de leur langue, par exemple. Sur les langues, c'est super important. Et avec des classes qui ont été ludiques, avec des apprentissages en chansons, des voyages scolaires qui étaient vraiment... j'ai des souvenirs, mais vraiment de poilade à l'étranger, d'insouciance. Ça, c'était vraiment des capsules. Il y a du positif dans l'école. Mais c'est juste que c'est vrai qu'on a l'impression que parfois... on nous considère comme étant tous les mêmes. Alors qu'on voit bien que moi j'avais des copines qui étaient nulles à l'école, ça faisait 3 fois qu'elles passaient leur bac, et pourtant hyper créatives, et qui demandaient juste à avoir des ciseaux, des crayons et de construire, et qu'à ce moment-là c'est dommage parce qu'elles rentraient pas dans la case, et que pourtant fallait passer le bac. Donc plus de sur-mesure, et en même temps les profs ils font aussi avec les moyens qu'ils ont. Qu'on leur donne. Je sais que tu as pas mal voyagé. Tu nous as dit que tu avais séjourné sur le campus de Barcelone, mais tu as aussi séjourné dans un campus à New Delhi, c'est ça, en Inde ? C'est ça, en banlieue de New Delhi, dans une charmante petite ville industrielle nommée Ghaziabad. Ça fait rêver. Mais même si c'était en université, est-ce que ces séjours prolongés comme ça à l'étranger ont apporté un éclairage différent sur notre système scolaire ou universitaire ? Du coup, moi je suis partie d'une école de commerce vers une université, effectivement, dans le cadre d'un échange universitaire. Et dans cette université, je me suis retrouvée avec une frange plutôt de famille aisée, d'élèves issus de la classe plutôt modeste aisée, je dirais, avec effectivement un rapport un petit peu différent à l'expression, notamment, l'expression à l'oral. C'est ce qui m'avait marqué au début, si on devait faire un rapport d'étonnement. La prise de parole devant tout le monde, argumenter, défendre ses idées devant tout le monde. Notamment, parfois, ça commençait la journée dans l'amphithéâtre par des questions, des sujets d'actualité. Qu'est-ce que vous pensez diplomatiquement, par exemple, de la prise de position des États-Unis par rapport à la Russie, ou que sais-je ? Et les gens pouvaient se lever, prendre la parole, donner leurs avis, argumenter devant tout le monde, donc apprendre à avoir des idées, apprendre à avoir une vision, à avoir de la hauteur. Moi, j'ai pas été à l'université en France, j'étais en école de commerce, donc c'était un petit peu différent. Mais en tout cas... Ça, c'était en Inde. Ça, c'était en Inde, donc à Ghaziabad, à l'IMT de Ghaziabad, qui est une grande université dans le top 10, en gros, des universités indiennes. Et j'ai trouvé qu'il y avait une vraie hauteur d'esprit dans la façon de s'exprimer, une vraie conscience chez les étudiants qu'il fallait prendre une place dans la société, qu'il fallait vraiment la prendre, et qu'on n'était pas juste là à apprendre parce que tout le monde doit apprendre assis sur sa chaise, qu'on allait apprendre après pour devenir quelqu'un. Je me souviens notamment un jour d'un professeur qui nous avait dit quelles sont vos valeurs, vous, et les gens qui veulent les exprimer, donc il nous avait interrogés, même parmi les étudiants étrangers, voilà, quelles sont vos valeurs qui vous construisent ? Si vous deviez donner la substantifique moelle de ce que vous êtes, qu'est-ce que ce serait ? Et de les assumer devant tout le monde, et déjà de se poser de la question de quelles sont nos racines, et voilà, quelle est la sève qui coule dans notre tronc, exactement. Donc je trouvais qu'il y avait comme ça une approche à la fois de l'éloquence et en même temps de la prise en compte de ce que sont les gens intrinsèquement, et des différentes petites âmes qui composaient ces grands amphithéâtres, une mise en lumière de l'unicité de tout un chacun dans un collectif. Et ça m'avait marqué. Après, il y avait des choses un peu plus amusantes, comme le rapport au délai, au deadline, qui sont beaucoup plus flexibles. Donc jusqu'à J-1, on est encore super large pour rendre tel ou tel projet au professeur, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'était assez amusant de mélanger deux approches un peu pédagogiques. Ouais. Et à Barcelone, est-ce que c'était plus proche de nous culturellement dans le fonctionnement ? C'est un peu biaisé parce que Barcelone, j'étais dans un campus français, campus de TBS, Toulouse Business School, l'école de commerce de Toulouse. Donc c'était beaucoup plus décontracté parce que on baigne un peu dans l'énergie de Barcelone, forcément on est immergé dans cette ville, donc une ville qui se réveille plus tard le matin, où il y a plein de cours de yoga dans les parcs, et c'est là-bas que je me suis mis le pied à l'étrier, il n'y a pas de hasard. Donc voilà, le cadre faisait que c'était plutôt une phase très ensoleillée dans l'apprentissage. Et puis c'était la fin de l'école de commerce, donc on allait déjà vers l'au-delà. On sent qu'autour de nous, ça y est, il y a une prise de maturité, les gens sont sur le tremplin et ils vont passer à autre chose. On n'est plus seulement étudiant, on sent que on va pas pouvoir ressortir l'étiquette de « je suis étudiant en école de commerce » qui est assez confortable à sortir
pendant 4 ans, 3 ans on va dire, et ben là on va passer à autre chose. On saute dans le grand bain, il va falloir s'identifier, se définir différemment. Mais bon, tu es encore très jeune, alors peut-être qu'un jour tu auras des enfants à ton tour pour qui se posera la question à un moment donné d'aller à l'école. L'école idéale que tu imaginerais pour eux, elle ressemblerait à quoi par rapport à celle que tu as connue? Je pense qu'elle ressemblerait à des écoles qui soient plus tournées sur certains modèles nordiques, on va dire, de petits groupes, d'apprentissage par l'expérience, beaucoup plus, d'un allègement un petit peu des journées, parce que ça c'est un souvenir très fort quand même, des journées très très chargées, du sac à dos qui pesait très très lourd au collège, au lycée, et d'arriver le soir, de pas avoir de l'énergie pour pousser plus loin sur des choses qui m'intéresseraient d'un point de vue plus personnel, qui soient pas forcément liées aux apprentissages académiques. Donc ce serait ça, plus de temps pour soi, un petit peu plus allégé ou configuré différemment. Mais c'est vrai qu'entre les transports en bus, les cours en journée, les devoirs le soir, et le rapport à la famille et les temps pour manger, il reste pas de temps vraiment pour soi, de développement personnel en fait. Alors ce serait vraiment une configuration plus légère des journées. Et puis plus de cours de développement personnel, donc ça peut être du théâtre, ça peut être des mises en abîme, de la méditation ou des mises en abîme, de nous faire sortir de notre zone de confort à cet âge-là, parce qu'on est parfois beaucoup dans le jugement des différences des uns et des autres, on se regarde tous un peu le nombril finalement, notamment au collège, et de nous aider à prendre en maturité. Et il y a certaines écoles dans le monde où effectivement les enfants, on leur fait faire de la méditation, on leur apprend à se mettre derrière la cascade de leurs émotions et à la regarder passer. Et ça c'est des outils que c'est vrai que j'aurais aimé avoir toute petite. Donc pour mieux grandir. Ça commence à être un petit peu mis en place, mais c'est au bon vouloir des enseignants. Exactement. En tout cas, dans les écoles primaires, je pense que dans les collèges et lycées, c'est encore hypothétique. Maintenant, c'est pas du tout institutionnalisé, quoi. C'est vrai que ça devrait l'être davantage. C'est certain. C'est certain. Et en plus, quand un groupe médite, c'est un groupe d'adultes ou un groupe d'enfants, il se passe quelque chose. Je pense que ça crée un lien différent entre les gens, plus de respect les uns envers les autres. Parce que quand on se respecte soi-même, en tout cas qu'on respecte ses émotions, qu'on respecte son souffle, qu'on bloque pas tout ça, on est mieux avec les autres de son espèce ou les autres des autres espèces. Quand on cultive sa bienveillance, ça irradie dans tous les sens. Donc après, ça peut faire des changements de vie en grandissant. Mais disons que c'est bien de planter les graines quand on est tout petit, et surtout quand on est très sujet à ses émotions, quand on est enfant. Et puis après au collège, c'est des émulsions, ça part dans tous les sens, et c'est bien d'avoir les clés pour gérer ça. Et enfin, Alice, au regard de toutes ces années passées, qui ont été bien remplies, en ce qui te concerne, est plutôt heureuse. C'est vraiment ce qui se dégage de ton discours, ça fait du bien à entendre. Mais si tu pouvais souffler quelque chose à l'oreille de la petite Alice qui avait 7-8 ans et puis qui ne savait pas trop ce qu'elle ferait plus tard, etc., qu'est-ce que tu lui dirais qui puisse lui servir pour ces années scolaires, je parle, surtout à venir? Et je lui dirais, aie confiance. Tu vas voir, ça va être chouette. J'aurais bien aimé l'entendre. Et je lui dirais, sois sage mais pas trop. Je lui dirais, sois pas trop bonne élève, parce que parfois je me suis donnée à 200% dans tout ce que je faisais, et peut-être j'aurais pu être qu'à 90% et m'autoriser plus de choses. Alors ça, c'est parce que c'était ton caractère? Non, je pense que c'était mon caractère de vouloir bien faire, donc je l'ai bien fait, j'ai bien fait à fond, quoi. J'ai bien fait tous les projets dans lesquels je me suis donnée, à l'école je me suis donnée à fond. Et au final, c'est bien d'avoir un 20 sur 20, mais peut-être qu'un 15 sur 20 ça suffit. Et puis que du coup, on peut passer plus de temps dehors avec les animaux, ou à bouquiner, ou à faire n'importe quelle autre pratique. Mais disons que s'autoriser un petit peu plus à souffler, et que c'est pas grave si on n'est pas la meilleure, en fait, parce que c'est pas une compétition, chacun est sur son chemin de vie. Écoute Alice, c'est des belles paroles de sagesse. Il faudrait que tout le monde mette ça en application. Je pense que ça ferait du bien à beaucoup d'enfants d'entendre ce genre de paroles. Et puis peut-être à leurs parents aussi, ou à leur entourage, parce qu'on met des pressions
qui sont des pressions partagées finalement par tout le monde, est-ce qu'elles sont toujours bien utiles? Je ne suis pas certaine. Complètement. Teintées de jugement parfois, parce que C'est ça, il y a plein de beaux métiers, mais il ne faut pas forcément se dire que voilà, on va falloir briller en société. L'essentiel, c'est de se connaître et d'être heureux. Ouais. Bah écoute Alice, moi je te souhaite d'être très heureuse dans tes Merci, projets. je prends. Que ça se poursuive avec succès et puis que ça se renouvelle et qu'il y en ait plein d'autres. Puis je te remercie beaucoup pour ce moment partagé. Et j'invite tout le monde à aller découvrir ta boutique donc à Carnac. Donc elle se situe à Carnac-Bourg, donc il y a les deux facettes, Carnac-Bourg, Carnac-Plage en plus, donc c'est voilà. Et bonne continuation à toi. Merci, je te remercie. À une prochaine cour de récré. À bientôt. Voilà, la récré est finie. Je laisse Alice poursuivre sa quête d'harmonie et continuer à développer ses projets avec sa joie de vivre, son exigence et son humilité. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle récré ensemble, une nouvelle histoire d'école. Mais je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur iTunes, SoundCloud et YouTube, ainsi que sur la page Facebook et le compte Instagram dédié. Alors, soyez nombreux à être curieux. Je vous remercie pour votre écoute. À bientôt.